Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo boxe. On va parler de Teladji Akoui. Juste avant, je voulais rapidement m'excuser du manque d'activité ces derniers jours sur la chaîne. J'ai eu des petites périodes un petit peu compliquées, là ça va essayer de revenir un peu plus fort. Aujourd'hui on va parler d'un combat qui a eu lieu la semaine dernière entre Kenshiro Teladji et Segoyori Akoui pour les titres unifiés WBC et WBA de la catégorie des poids mouches, donc des 112 livres. J'ai déjà fait une preview de ce combat sur la chaîne de Sendo Pacquiao que je vous invite à aller regarder. On avait fait une analyse notamment beaucoup plus tactique que celle que je vais réaliser ici. Et également, on avait fait une preview sur le combat qui a opposé Hiroto Kyoguchi à Anthony Olasquaga, qui est en sous-carte de ce combat-là, sur lequel je vais assez peu revenir ici. En fait, je voulais reparler de ce combat ici plus en détail, puisque depuis la preview qu'on a tournée avec Sendo, j'ai appris pas mal de choses en fait sur Segoyori Akoui, qui était un combattant que je connaissais, dont en fait je connaissais assez peu la vie, et en même temps le combat était vraiment super, et donc j'ai vraiment envie d'en parler ici. C'est quelque chose que j'ai déjà exprimé, je sais pas à quel point c'est complètement unanimement universel dans la communauté boxe, mais personnellement ce qui me passionne le plus dans la boxe, c'est vraiment les combattants, les histoires qu'ils transmettent, qu'ils racontent, et leur état d'esprit combatif dont ils font preuve sur le ring et en dehors. Et je pense que la raison qui fait que j'apprécie le plus ce sport, c'est vraiment cet aspect-là. Même si, évidemment, j'apprécie tellement le sport qu'il y a normalement d'autres aspects qui s'en autour. Et le fait est que je connaissais suffisamment peu la vie d'Akoui pour que ce soit un combat qui m'intéressait surtout sportivement et pas tant pour le narratif qu'il racontait. Reste que depuis, j'en ai appris beaucoup, notamment puisque avant de ce combat, Akoui a été beaucoup plus bavard sur un petit peu sa vie et les motivations qu'il avait pour aborder ce combat. Et en même temps, le combat s'est déroulé d'une manière tellement fantastique qu'il fallait que j'en parle. Il s'agit pour moi d'un très très bon candidat au titre de combattant de l'année, au titre de combat pardon de l'année, combattant pas encore, et il était juste super. C'est typiquement le genre d'histoire qui j'aimerais beaucoup pouvoir raconter avec un peu plus de montage, un peu plus de narration, écrire aussi un peu plus ma vidéo. Actuellement c'est, comme vous l'avez compris, un peu compliqué en temps, mais à l'avenir ce sera un objectif à terme, de pouvoir narrer un peu mieux tout ça. Donc ce combat, je vais essayer à la fois de remonter un peu sur qui sont les protagonistes de ce combat, quels sont le parcours qui les ont amenés à être dans ce combat, comment est-ce qu'il s'est déroulé, comment est-ce qu'il s'est arrêté. On reviendra assez peu sur les perspectives pour ce combat, on en parlera quand même rapidement. Donc ce combat il a opposé Kenshiro Teladji à Segoyori Akoui, qui étaient donc tous les deux champions au poids mouche avant ce combat. Clairement le Eastside c'était Teladji, qui était en fait une star en devenir, continue d'être un peu une star en devenir actuellement. C'est un type qui est né en 92 et qui a commencé la boxe un peu par hasard. En fait, il avait un père qui s'appelle Hisashi Teladji, Hisashi même je crois Teladji, qui a été champion des poids moyens du Japon et puis champion des mi-lourds au PBF, en gros champion du Pacifique quoi. C'est une fédération qui va inclure des pays comme le Japon, les Philippines, la Thaïlande et l'Australie. L'Indonésie aussi, la Corée, tous ces pays-là. Et donc il est des champions de tous ces pays-là, des mi-lourds, en gros dans les années 90. Je crois qu'il a commencé sa carrière en 89 et qu'il a arrêté en 2001. Il n'avait qu'une seule petite défaite pour une vingtaine de victoires. Et il a arrêté sa carrière sur des victoires. Ça en fait donc, alors j'ai pas trop trouvé d'infos sur ce boxeur-là. Donc je sais pas exactement s'il a arrêté sa carrière par manque d'envie, par blessure. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosse défaite qui lui a fait arrêter tout ça. C'est un boxeur qui était bon, puisqu'il était quand même champion régional, mais dans des catégories où le niveau de compétition de ces pays-là est assez faible, parce qu'il y a de base en fait assez peu de Japonais, de Coréens, de Thaïlandais qui font ces catégories de poids-là. Donc je pense que c'était pas un combattant qui était si exceptionnel. À ma connaissance, je l'ai jamais vu dans des gros rankings. Je crois qu'il est resté vraiment au niveau régional, et donc il n'a jamais eu de chance mondiale ni quoi que ce soit. Et je pense malgré tout, Teladji a quand même vu son père évoluer dans sa carrière, puisqu'il est né au début de la carrière de son père, et que son père a pris sa retraite quand Teladji avait 8 ans. Donc je pense qu'il a quand même des souvenirs de son père boxeur professionnel. Et donc quand Teladji commence la boxe autour de 15 ans, on pourrait se dire de manière extrêmement naturelle que c'est parce qu'on a un père qui, pour une raison que j'ignore, prend sa retraite et ne peut pas satisfaire ses ambitions de devenir champion du monde. Et donc, comme c'est très souvent le cas, il y a son fils qui arrive, il met son fils à la boxe, ça match bien, il y a une combinaison père-fils qui s'emmène jusqu'au bout, et le père vit un peu son rêve par les accomplissements de son gamin. Ce qui est un schéma extrêmement récurrent. Et en fait, c'est pas ce schéma-là. Puisque Teladji commence la boxe, en fait, presque par chance, et de manière assez décorrélée, visiblement, de la carrière pro de son père, puisque lui, le vrai kiff de Teladji, c'est les courses professionnelles de bateau.
donc le boat racing. Donc c'est un game que je connais absolument pas, je sais pas du tout si c'est répandu qu'au Japon, comment ça se déroule les compétitions, j'en sais rien. Reste que apparemment Telaji avait besoin d'aller au lycée pour pouvoir devenir compétiteur dans les courses de bateau, puisque lui voulait devenir coureur, hein, vraiment. Et donc il avait besoin d'aller au lycée. Le problème c'est qu'il était vraisemblablement très mauvais au collège, et donc il n'avait pas les lycées qu'il voulait. Et donc on lui a dit, mon petit Telaji, c'est super, on a une place dans un lycée dans lequel tu aimerais bien aller, ce qui est visiblement suffisamment coté et respectueux, enfin respecté, pour que tu puisses derrière eh bien devenir coureur de bateau. Mais on n'a qu'une seule place pour toi, parce que tu as vraiment un dossier pourri, et cette place elle est en sport-études boxe. Donc si tu viens, va falloir que tu fasses de la boxe. Et il semblerait que ce soit comme ça que Telaji commence sa carrière de boxeur. Reste que c'est un sport qu'il n'aime pas. Visiblement, la passion de son père, c'est pas vraiment transmise. Et en parallèle, c'est quand même un type qui est obligé de faire des compètes amateurs. Parce que sport-études. Et il faut savoir qu'il me semble, encore une fois, je suis pas hyper calé là-dessus, mais je suis à peu près sûr que le modèle scolaire japonais est très inspiré du modèle américain. Donc notamment avec des compètes lycéennes qui sont en fait assez féroces et qui sont très suivies nationalement. Je sais par exemple que, il me semble que l'événement sportif le plus suivi du Japon, c'est la finale du tournoi de baseball lycéen, qui s'appelle le Koshien, enfin qui c'est au tournoi d'Osaka du Koshien. Bon voilà, vous en avez peut-être entendu parler. Tout ça pour dire que quand même, je pense que le sport lycéen, c'est un vrai game. Ce qui est sûr, c'est que c'est amateur. Leur scène amateur est extrêmement locale. Il y a très peu de boxeurs japonais qui en amateur vont chercher des championnats du monde amateur, des JO, ça arrive, il y en a assez peu. La majorité reste dans leur tournoi lycéen. Ils se font un bon petit bilan amateur et puis ils passent pro. En général, du coup, assez jeune, hein, vraiment à la sortie du lycée. Et donc Telaji, il suit un peu ce parcours. Il se trouve qu'il est très doué au lycée. J'ai pas trouvé de record, palmarès. J'ai pas trouvé de nom qu'il aurait affronté, battu, contre qui il aurait perdu et qui aurait ensuite pété en pro. J'en ai pas trouvé pour lui. Reste que visiblement, il était très doué, puisque donc il décide d'entamer une carrière pro en 2014, donc un petit peu après le lycée. Je sais pas exactement ce qui s'est passé entre ses 18 ans et ses 22 ans. Il a probablement continué la boxe. Je sais pas s'il est resté amateur, si il a essayé de faire la course de bateau et que ça s'est mal passé, j'en sais rien. Reste que il passe pro en 2022, enfin en 2014 pardon, donc âgé de 22 ans. Et cette carrière pro va très bien se passer. Il enchaîne les victoires, tant et si bien qu'il arrive à choper une chance mondiale assez vite, donc en 2017. Chance mondiale qu'il va choper dans la catégorie des mi-mouches. Donc c'est assez marrant de remarquer que là où le père a un gabarit énorme puisqu'il combattait en mi-lourd, l'enfant a un gabarit vraiment tout petit, qui combat dans quasiment la petite catégorie. Bon, il va faire un très bon boulot en récupérant cette ceinture mondiale WBC des mi-mouches qu'il va défendre, si je me trompe pas, 8 fois, ce qui est pas mal, jusqu'aux années Covid, où en 2021 il va rencontrer un type qui s'appelle Masamichi Yabuki. C'est pas l'histoire de Yabuki ici, même si elle mériterait aussi sûrement d'être un peu racontée. J'attends un peu qu'elle prenne un peu plus d'ampleur, qu'il se passe encore un peu plus de choses, mais c'est un type que j'aime beaucoup. Et donc ce gars-là va donner un vrai combat à Telaji. C'est assurément le combat le plus dur de sa carrière jusqu'à présent. Il est vraiment emmené en eau profonde par Yabuki qui va énormément le contrer, énormément le toucher. Donc c'est très dur pour Telaji, qui malgré tout montre vraiment des belles qualités dans ce combat. Et notamment des qualités d'encaissement. Il montre qu'il a un menton énorme, parce qu'Yabuki frappe terriblement fort, il a quasiment que des KO à son actif, et pourtant Telaji prend les coups. Il montre également une force de frappe qui est assez grande, parce que ses coups impactent Yabuki. Et il montre un mental de fou furieux, puisque là où il s'est complètement mené dans les rounds 6-7, au round 8-9, il commence à reprendre l'avantage. Il emmène Yabuki vraiment au bout du rouleau. Il montre également un truc que j'ai oublié, c'est le moteur qu'il a. Il arrive à repartir extrêmement fort en fin de round, alors qu'il a vraiment été dominé pendant toute la moitié du combat. Et il met vraiment Yabuki en grande difficulté. Il est plus ou moins sur le point de l'arrêter. Yabuki, on voit complètement plus de jus. Et Telaji, c'est incroyable. Vraiment, le mental, le menton et le gaz tank, je sais pas, le réservoir qu'il arrive à montrer pendant ce combat. Reste que Yabuki va placer un coup de tête, vraisemblablement non intentionnel. L'arbitre ne va pas le sanctionner, ne va pas arrêter le combat pour ce coup de tête. Ça gêne Telaji. Yabuki en profite pour jeter ses dernières forces dans la bataille. Une dernière série de coups qui va mettre Telaji dans les cordes, et alors que Telaji ne met pas pied à terre et qui, mine de rien, prend peu de coups nets, va se faire arrêter 1 seconde de la fin du round. Vu le momentum du combat, c'est à peu près sûr que Telaji aurait repris le dessus au début de la 11e et aurait battu Yabuki potentiellement par KO. Arrêt potentiellement prématuré. C'est un petit peu ce que je pense. Et à ce moment-là, on est en 2021 et la carrière de Telaji est en grand danger, puisque c'est la classique. Le type qui devient pro, qui devient champion, qui fait des défenses de titre, qui perd son titre. Voilà.
on s'attendrait à un Teladji qui ne rebondit pas. Et pourtant, je vous ai parlé de mental de champion, Teladji va encore exhiber cet attribut, puisqu'il va réussir à rebondir en fait, en reprenant Yabuki lors d'une revanche, et en montrant un courage énorme, puisqu'il va s'asseoir sur ses coups, lui qui est un type qui est d'habitude assez aérien sur son jeu de jambes, rester en face de Yabuki, pas chercher des décalages, et juste chercher le coup dur, et montrer qu'il a de quoi gagner une guerre de tranchée contre Yabuki, qui va être très désarçonné, et qui va, par une boxe très simple, ne pas réussir à affecter du tout Teladji dans ce combat revanche. En seulement 3 rounds, Teladji va trouver une droite qui va venir de très très loin, qui va fortement toucher Yabuki, et il va gagner le combat par KO. Vraiment, Yabuki ne se relèvera pas, c'est rare les combats qui se terminent par KO, souvent c'est par arrêt de l'arbitre, par KO technique. Et Teladji montre avec cette revanche, et la manière dont il a pris cette revanche, que c'est vraiment un type qui a un mental de champion. Et il va continuer d'exhiber ses attributs, puisqu'il va ensuite réaliser l'un des meilleurs runs actuels, qui est pourtant vachement sous les radars. Il va prendre juste après Hiroto Kyoguchi, qui était vu comme le numéro 1 des Mimouches, champion Ring et WBA. Et Teladji va prendre Kyoguchi, et il va globalement dominer le combat. Il va avoir une petite séquence où il va prendre un peu en bouillon à la fin du 5e round, mais c'est un round où en fait il a mis Kyoguchi sur les fesses au début du round, donc ça va. Et puis il va finir par arrêter au 7e, encore une fois sur une droite extrêmement forte. Ce combat-là contre Kyoguchi, c'est seulement la 2e fois qu'on a une unification entre deux Japonais dans l'histoire, et la première fois c'est en 2013, donc ça faisait un moment. Et là, Teladji commence un peu à prendre en fait vraiment une place dans la figure, en tout cas dans la scène de boxe japonaise. Il commence à prendre une place de plus en plus centrale, lui qui était toujours resté vraiment sur le côté, et dans l'ombre de boxeurs comme Naoya Inoue, dans l'ombre de boxeurs comme Kazuto Yoka aussi à l'époque. Il commence un peu plus à se faire un nom. Il va continuer derrière en essayant de récupérer un 3e titre, qui est le titre WBO contre Jonathan Bomba Gonzalez, qui a des soucis à faire le poids, qui tombe malade à 2 semaines du combat. Finalement, il s'est remplacé par Olascoga. Il donne un bon combat, Olascoga, même si globalement, il se fait dominer, il ne prend pas tant de reprises que ça. Il donne quand même un combat accroché. Il finit par perdre par TKO au 9e. Cette victoire vieillira bien, parce que Olascoga est devenu champion seulement un an après. Il ne s'arrête pas là. Derrière, il prend Eddie Butler, qui est un ancien champion dans 2 catégories de poids. Très très gros nom des Mimouches. Il l'arrête en 9 rounds. Derrière, il prend Carlos Canizales, qui est un contender de très très longue date dans la catégorie des Mimouches, un type qui avait une chance mondiale en 2017 je crois, qui n'a malheureusement pas gagné son combat, qui est resté un challenger extrêmement sérieux, et puis qui très récemment aurait dû devenir champion, si c'était pas fait voler en Thaïlande contre Pitch Manis et Pefa Smart. Un combat revanche devrait être organisé très bientôt, puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est un vol. Donc Canizales, c'est un type qui n'est jamais devenu champion, mais c'est aussi un très gros client. Teladji va le prendre en gagnant une décision assez nette, serrée, mais malgré tout assez nette, en 12 rounds. Et suite à ça, il va décider, puisqu'il a beaucoup de mal à unifier la catégorie des Mimouches, c'est-à-dire que Gonzalez n'arrive plus à faire le poids et abandonne son titre, ce qui va être relou, parce que les challengers vont devoir récupérer la ceinture avant que Teladji les affronte, ça va être chiant. En même temps, on a la ceinture IBF qui se balade entre des champions pas méga forts, et jamais le déteneur du titre a voulu affronter Teladji. Donc Teladji en a marre, il monte de KT. Il va prendre Christopher Rosales, qui était un ancien champion de la catégorie des mouches, qui a battu Daigo Iga. C'est un très très gros client, Daigo Iga. On l'a vu là, lors de sa montée en coque contre Takei et contre Tsutsumi. Et il va réussir à dominer Rosales, qui est pourtant très imposant physiquement. Il a un très gros jab, il va lui péter le nez, l'arrêter en 11 rounds. Et donc avec tout ça, on a un Teladji qui prend de plus en plus en ampleur sur la scène de boxe japonaise. Qui plus est, c'est un type qui commence à aimer la boxe. Il a dit que quand il était devenu champion, c'est là qu'il a commencé à prendre goût pour le sport. Ce qui est quand même une dinguerie d'avoir un type qui devient champion du monde en aimant un sport, faut quand même le dire. Et surtout, cette prise d'amour de la boxe, ça fait qu'il développe beaucoup plus son ring IQ. Notamment son coach disait que c'est un type qui était vraiment la marionnette de jeux vidéo. C'était le mec où le coach lui disait appuie sur le bouton A, puis appuie sur le bouton B, tu trouveras la clé, et Teladji le faisait, et Teladji gagnait. Mais c'est un type qui proposait très peu de choses par lui-même, visiblement. Donc on peut le dire qu'il avait en fait un ring IQ pas si bon que ça, voire assez mauvais visiblement. Et là, Teladji est un type qui comprend de mieux en mieux comment la boxe fonctionne et arrive beaucoup plus facilement à proposer des solutions. Notamment son coach disait qu'il le laissait beaucoup plus libre durant les sparring et que visiblement il prenait des bonnes décisions. Donc on a un type qui semble vraiment prendre en ampleur en termes de capacité, qui prend en ampleur en termes d'ambition, puisque là où avant il se cantonnait au régime extrêmement classique de je suis champion dans une KT et puis soit je unifie, soit je défends contre les challengers. Maintenant, on a un type beaucoup plus volatile, qui cherche surtout les gros défis sportifs, et qui n'est pas là à essayer de se dire je vais récupérer une ceinture pour devenir un bon champion et défendre mon titre 20 fois. On est sur un type qui veut target un champion, redescendre de KT, reprendre un autre.
on est sur ce genre de moment de carrière qu'a pu avoir Canelo, qu'a pu avoir Floyd Mayweather, où c'est vraiment la chasse au titre et la chasse à essayer de prendre le défi sportif et un peu de marquer l'histoire. Ok. Et en même temps, maintenant qu'on a Yoka, qui est un peu moins dans le paysage sportif, il est un peu cette figure de proue avec Nakatani, avec Naoya Inoue, avec, on va dire, Yoka. Pour moi, il fait partie des Big Four, des noms japonais. Il commence à réaliser un peu des headlines de plus en plus d'affiches. Donc c'est un type qui prend vraiment en ampleur. Et donc là, il décide de nous refaire le coup de prendre un autre japonais pour unifier son titre. Puisque donc il a le titre WBC des mouches, et il veut unifier sans prendre de challenger, rien du tout, direct unification. Il va unifier contre Sego Yuri Akui. C'est donc la seulement 3e unification japonaise de l'histoire. Telaji est donc la 2e sur 3, ce qui est beaucoup. Et Akui, c'est un type qui, à l'avant du combat, est très peu connu et vachement vu comme la ceinture sur patte que Telaji va pouvoir aller récupérer. C'est un type où, en fait, quand on regarde sa carrière, il est passé pro en 2014, comme Telaji, mais ça a beaucoup traîné. Alors, je crois qu'il est devenu champion du Japon des rookies en 2015, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il avait une petite carrière un peu prometteuse. Mais il a eu 2 arrêts par KO, notamment où il s'est fait mettre KO par Nakatani en point mouche. Globalement, il affronte que des noms qui sont pas des noms extrêmement connus. Je sais pas, il affronte genre un Taku Kuwahara, qui est un bon boxeur, mais qui est vraiment pas une star, qui est vraiment pas le genre de nom où quand tu l'affrontes et le public se dit « Oh, quel gars !» Et c'est un type qui s'en passait sur les radars pendant 10 ans, puisqu'il aura sa première chance mondiale qu'en 2024 contre Artan Dalakian. Et ça fait que c'est un type qui, en plus, a l'air d'avoir une vie de famille qui est honorable, mais qui est peut-être presque un peu chiante, dans le sens où c'est le type qui est marié, qui a 2 enfants, voilà, qui a l'air un bon père de famille, tout va très bien, mais qui manque cette saveur, qui manque ce narratif, qui permet qu'on vraiment s'y attache. C'est un type qui a une boxe qui a de très bons fondamentaux, qui est très académique, mais presque on se fait un peu chier en le regardant, dans le sens où il n'y a pas de choses un petit peu flashy. Et en fait, Akui, ça a l'air d'être le type qui fait les choses bien, mais à qui il manque cet extra de spice. Et c'était exactement ce que je pensais. C'est un type que j'ai vu en vrai, Akui, j'en suis assez content. Je l'ai vu en sous-carte de Inoue Neri, dans une revanche contre Kuwahara, justement. Et c'est typiquement ça. C'est un type qui était bon, mais qui manque de spice. Jusqu'à ce que j'en apprenne un peu plus sur lui, notamment grâce à une série d'interviews qui est sortie, qui a été traduite notamment en anglais dans le magazine The Ring, que je vous invite à aller regarder. Je crois que l'article date 10 mars, si vous voulez le retrouver. On en apprend énormément sur Akui, moi j'en ai énormément appris sur lui. Et la spice qui manquait pour rendre cette affiche intéressante, pas que sportivement, rendre le narratif de l'affiche intéressante, a été parfaitement procurée par cette interview. Globalement, Akui, c'est un type qui est né à Kurashiki, qui est donc une ville dans la préfecture de Okayama. Ça vous parlera pas beaucoup si vous n'êtes pas trop baladé au Japon. C'est en gros loin de Tokyo. C'est à genre, de ce que j'ai vu sur l'article, 8 heures de voiture et 3 heures de train. J'y suis passé à Okayama très rapidement, lorsque j'étais en stage au Japon. Et ça reste une grande ville, ça reste une ville que les Japonais connaissent. Mais c'est vraiment, je sais pas, dans ma tête, c'est comme si c'était le Brest de France, quoi. Un truc comme ça, c'est genre, oui, les gens connaissent Brest, mais bon, Brest, quoi. C'est par là, une ville qui est très excitante. Et puis, bon, allez, c'est peut-être une ville où on passe une fois ou deux, mais voilà, je pense que c'est un peu, je sais pas à quel point l'analogie est parfaite, mais je pense que c'est un peu la vibe. Donc voilà, il est né à Brest, même pas parce qu'il est né à Kurashiki, donc il est dans la préfecture de Brest, donc il est en Bretagne, à Vannes, voilà, il est né à Vannes. Vannes. Ok, donc c'est ce genre d'endroit, donc il grandit. Et il faut se dire, il n'y a pas beaucoup de salles de boxe là-bas. Il a un père qui avait été boxeur, de manière assez rigolote aussi. Et le parallèle avec le père de Telaji est très bon. Le père de Telaji, c'est un type qui était quand même champion du Japon, et quand même champion du Pacifique, dans ses catégories respectives. C'est pas mal. Le père de Akui, c'est un journeyman, qui a fini sa carrière avec plus de défaites que de victoires. Genre 13 victoires, 15 défaites. Et 2 nuls. C'est pas fou comme carrière. Je dis pas, il fera mieux que ce que je ne ferai jamais. C'est pas fou comme carrière. C'est un type qui a, je crois, qu'une seule vraie salle de boxe dans sa ville, qui est faite par un ancien champion des super légers japonais qui s'appelle Moriyasu. C'est un type qui, pareil, est parti à la retraite et qui avait pris autant de victoires que de défaites. Et c'est un type qui a jamais eu de chance mondiale, qui a jamais vraiment step up au rang Pacifique. Il a affronté des mecs qui sont allés jusqu'au rang mondial. Il a affronté Kameda, qui a affronté Aaron Pryor. Il s'est fait détruire par Aaron Pryor. Donc même le mec qui gère sa salle, ça n'a pas été un cadre international. Encore une fois, beaucoup de respect sur le boxeur, il fera 1000 fois plus que ce que j'ai jamais fait. Mais il n'a pas été dans la salle de Naoya Inoue, quoi. C'est ça. Bon. Son père, c'était le premier type qui est passé pro dans cette salle-là, et donc dans cette ville-là.
Il faut savoir que, notamment si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir le documentaire, le reportage qu'a fait JC de la chaîne Box Attitude sur la boxe au Japon. Mais en gros, la boxe au Japon est organisée sous forme de salle de boxe. Le patron de la salle, c'est aussi le promoteur des combattants qui sont à l'intérieur. Et c'est lui qui gère ta carrière. Et ça crée en plus le fait que du coup, les boxeurs sont très dépendants de la salle de pratique. Et si vous rajoutez à ça une grosse centralisation à Tokyo, en fait, vous obtenez un sport où c'est très très dur de vraiment performer si vous n'êtes pas dans une salle de Tokyo. Alors, il y a des boxeurs qui sont actuellement pros, qui performent très bien, qui ne sont pas nés directement à Tokyo. Je sais pas, par exemple, je pense à Nakajima, qui est actuellement champion du Japon, qui s'entraîne dans la salle de Inoue, et qui est de mémoire né à Ibaraki, donc qui est dans les montagnes un peu autour de Tokyo. Mais c'est un type qui a quand même dû, à un moment, encore une fois, je connais pas sa vie méga bien, mais qui a forcément dû, à un moment, partir de chez lui, prendre ses affaires, prendre son baluchon, son bâton, et aller prendre un petit appart à Tokyo. C'est un type qui a dû aller vivre le rêve de la grosse ville. On a ce même problème en France, avec Paris, qui surcentralise beaucoup trop de choses. Et je crois qu'il y a un peu le même problème au Japon. Avec peut-être Osaka, qui fait un peu comme Lyon, office de pseudo-contre-pouvoir. Mais bon, c'est quand même surtout Tokyo. Et donc, vous comprenez bien qu'un type qui vit et qui s'entraîne, enfin en tout cas, qui grandit à Kolashiki, c'est pas forcément finito pour lui dans sa carrière, mais ça va l'être s'il s'entraîne dans la salle de Kolashiki. Parce que dans ce cas-là, il est sans sparring partner, avec des petits équipements, et avec un manager qui pèse pas beaucoup dans le monde de la boxe. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui va arriver à Akui. Akui qui va qui a commencé la boxe visiblement autour du collège, de ce que j'ai vu en investissant tout l'argent qu'il a reçu de ses étrennes pour pouvoir s'acheter une paire de gants, c'est trop mignon. De base, c'est un mec qui venait du foot, visiblement, quand il était en primaire, machin. En tout cas, il se met à la boxe au collège. C'est un type qui va, un peu comme tu l'as dit, traîner sur le circuit amateur quand il est au collège. Mais en fait, on le voit bien. C'est un type qui s'entraîne depuis sa salle. Et c'est un type qui, du coup, va toujours rester dans l'ombre des plus grands de sa génération. Il a affronté Takuma Inoue, contre qui il a perdu lorsqu'il était en amateur. Takuma Inoue, qui, si je dois le dire, le préciser, un ancien champion WBA des poids coqs et petit frère de la super légende Naoya Inoue. Il a affronté Kosei Tanaka, qui est un type dont on entend un peu moins parler malheureusement, alors que c'est vraiment un bon boxeur. Il a été champion dans 4 catégories de poids différentes. C'est j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le premier japonais à être champion dans 4 catégories. Je sais plus si c'est lui ou Inoue, mais je crois qu'il a été champion. Inoue a été champion avant. Inoue, mais ça s'est joué à 2 mois après, quoi. Donc il a été champion dans 4 catégories de poids différentes. Juste après Inoue, c'est le premier japonais à faire ça. Enfin, du coup, vous avez capté, le deuxième après Inoue. C'est un type qui a été champion dans 4 KT avec le moins de combats de l'histoire. Et ça, c'est pas que de la boxe au Japon, de l'histoire. Avant, le record, c'était Oscar de la Hoya. Maintenant, c'est lui. C'est un type qui a été champion dans 3 KT différentes, dans le moins de combats de l'histoire, à égalité avec Loma. 12 combats. C'est le type qui a été champion du Japon le plus vite. Si je dis pas de bêtises, 5 combats, il était champion. Inoue est à 6, et puis on a Tetsuyoshi qui est à 7. Donc c'est quand même un gros prodige de la boxe. Un type dont, il y a quelques années, en 2017, ça parlait de Tanaka dans les mêmes termes que de Inoue. Les deux étaient vus comme les futurs gros potentiels de la boxe. Bon, il y en a un qui a surpété et l'autre qui n'a pas pété, malheureusement. Mais donc voilà, Tanaka, c'est vraiment un nom. Et Akui, il a affronté au lycée et a perdu contre lui. Donc c'est un type qui semble destiné à rester dans un truc de seconde zone. C'est un type qui, donc comme on l'a dit, passe pro en 2014, a une carrière où ça traîne un peu. Par exemple, il va perdre, comme on l'a dit, contre Nakatani. Il y a quand même un bagarre en passe-combat. Nakatani, qui est un boxeur gaucher, donc un southpaw, une fausse patte. Akui, lorsqu'il perd contre lui, a avoué qu'il n'avait eu aucun sparring partner gaucher. Le type a préparé un combat contre un gaucher en affrontant des droitiers. Et il n'a pas fait ça par envie ou par exotisme, il a fait ça par manque de moyens. C'est à ce point-là que c'est un type qui part avec les dés qui sont pipés contre lui dès le début. Parce que c'est un type qui s'entraîne à Collage, c'est un type qui s'entraîne à Brest, en fait. Donc voilà. Il va faire le sparring partner de pas mal de bons boxeurs. Il va notamment affronter Teraji, enfin il va notamment être sparring partner de Teraji, contre qui, vraisemblablement de ce qu'il s'est dit, il se prenait des bouillons à chaque fois. Teraji était en domination totale et Akui ne faisait rien. Et donc quand on voit tout ça, on réalise quand même que Akui a eu un courage de fou de maintenir sa carrière de boxe et sa carrière de boxeur à ce point-là dans l'ombre, de faire le travail comme il fallait pour affronter des boxeurs qui ne sont pas vendus comme étant des superstars, mais qui malgré tout avaient un niveau. Et on est quand même un peu forcé de respect sur ce type qui arrive petit à petit à s'immiscer jusqu'à une chance mondiale, contre un Artem Dalakian qui était quand même un excellent champion, qui va battre. Et donc juste comme ça, on a un type qui arrive à devenir le premier champion, qui vient et qui combat d'une salle de Kurashiki, et même de la préfecture entière de Okayama. Et il devient, au moment où il affronte Dalakian,
c'est le deuxième boxeur de mémoire de l'histoire qui a une chance mondiale en venant de cette préfecture du Japon. Le premier, c'était un mec en 2001 dans les catégories des poids qui s'est fait ouvrir. Et c'est, si je dis pas de bêtises, seulement le deuxième champion qui est né à Okayama, en tout cas dans la préfecture d'Okayama. Le premier étant Tatsuyoshi, j'en ai parlé juste avant, et je vais en reparler vite fait après, mais lui s'entraînait depuis Osaka. Je crois qu'il a grandi là-bas, il est juste né à Okayama. Donc c'est quand même une petite dinguerie. On parle d'un type qui est né nulle part, et qui a réussi à créer vraiment quelque chose. Il a réussi notamment à créer tout ça en petit à petit en s'entraîner à Tokyo. Il s'est entraîné dans la grande Daiken Gym, notamment une salle de chocolat et tout s'est entraîné par exemple. La Squaga continue de s'entraîner aussi. Mais malgré tout, sa somme principale était toujours sa salle à Kulashiki. Donc c'est pas un type qui a vraiment fait cette nette transition de je prends mon baluchon et je vais m'entraîner et je vais vivre définitivement à Tokyo. C'est un type qui reste à 8 ans de Kulashiki. Et qui plus est, c'est un type qui bosse en parallèle. Je crois qu'il a été agent de sécurité. Je me demande s'il n'a pas été prof de sport. J'ai peut-être mal compris un truc. Mais je crois qu'en tout cas, il a bossé un peu avec des gamins aussi. C'est quand même un truc de fou. Bon. Bref, comme vous le comprenez, je suis très admiratif du parcours de ce gars-là. Et du fait qu'il arrive petit à petit à, comme on l'a dit, s'immiscer dans la boxe Jap. Commencer à faire des défenses de titre. Il en a fait 2. Une contre Kuwahara, c'était en sous-carte de Inoue Henry. Une contre un Thaïlandais qui s'appelle Chermufak, si je n'écorche pas trop son nom. Combat assez serré qui remporte de manière nette mais très serrée, genre c'est 30-5 quoi. Et donc il arrive, grâce notamment un peu au chaos qu'il y a eu dans la catégorie des poids mouches, avec un Sonny Edwards qui s'en va en prenant sa retraite, avec un Bam Rodriguez qui s'en va, avec un Martinez qui s'en va, et il arrive dans ce nouveau paysage, dans cette nouvelle génération, à s'immiscer à la 3e place de la catégorie des poids mouches. À la 2e, on avait Telaji, et à la 1re, on a Angel Ayala. Et donc Telaji envoie le contrat, Akui signe le contrat, l'unification est faite pour un combat entre ces deux gars. C'est dommage que The Ring n'ait pas mis la ceinture, The Ring en titre, en jeu en tout cas pour ce combat, l'aurait mérité. Maintenant c'est intéressant de voir comment les deux boxeurs ont abordé ce combat-là. Akui, c'est simple, il l'a abordé comme le combat de sa vie. Ça se voit dans son interview, il a conscience qu'il affronte Telaji qui est vraiment, j'insiste, un mec qui est en train de énormément monter en termes d'opinion au niveau du public japonais. Et il a conscience que c'est sa possibilité, lui qui est dans l'ombre et qui est vu par personne comme étant une grosse star du sport et vraiment un excellent boxeur, il a moyen, s'il fait une bonne perf contre Telaji, si même il le bat, par KO, c'est son objectif, de choper la place montante de Telaji. Et c'est ça l'enjeu qui se joue, c'est devenir une superstar et recevoir l'approbation entière de son pays et du monde. Telaji, lui de son côté, il prend le combat beaucoup plus par-dessus l'épaule. Globalement, ce qu'il dit dans les conférences d'avant-combat, c'est qu'il va gagner. Il en est sûr. Pourquoi? Parce qu'il est bien meilleur qu'Akui, parce qu'en sparring, il lui mettait la misère, il le faisait danser comme il voulait il y a quelques années. Donc voilà, il est bien meilleur. Globalement, c'est quoi son plan? C'est de le hover... ok, je sais plus quel terme il a utilisé. Je crois que c'est overwhelm. Mais en gros, il va le surpasser. Voilà. Pas de plus de plans précis. Et après, quand on essaie de venir un peu plus rentrer dans l'aspect tactique, il fait sinon, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait une nouvelle teinture. Et puis, sinon, non, mais vous inquiétez pas, je vais vraiment le battre à tous les niveaux parce que j'ai fait un camp d'entraînement sérieux. Le seul truc que j'ai fait, c'est parier sur des courses de bateau. Sinon, j'ai fait comment entraîner. Et d'ailleurs, les courses de bateau, je sais pas si je vous ai dit. Et donc voilà, il recommence à parler de sa vraie passion. Donc, la conférence de presse de Telaji donne vraiment l'impression qu'il s'en bat les reins. Et qu'il est sûr qu'il va rentrer sur le ring, faire son petit combat, gagner la ceinture et repartir. D'ailleurs, il dit qu'il n'est pas là pour mettre un KO, il dit qu'il est là pour juste montrer qu'il est capable de gagner des décisions, et puis voilà. En échange, Akui, on l'a dit, il prend le combat extrêmement sérieusement, et il vient préparer un combat de sa vie. Je trouve même que le ring walk des deux combattants montre vraiment bien cette différence de mentalité. Akui vient en samouraï, et la symbolique est forte. Akui vient pour la gloire ou pour mourir. À côté, on a Telaji, qui fait le show avec un manteau blanc énorme, avec des petites musiques de rock. Telaji vient en rockstar, il vient uniquement pour un peu plus montrer et asseoir son côté de star en tant que boxeur du Japon. Et forcément, avec un type qui a à ce point-là la dalle, et le combat va pas se passer facilement pour Telaji. Telaji, c'est un type qui, quelque part, peut-être que ses meilleurs attributs, c'est, comme on l'a dit, son endurance, son menton et sa force de frappe, et son mental. Mais c'est un type qui aimerait être boxeur, vraiment très bon boxeur. C'est un type qui aimerait être, en fait, un peu un bivol, j'ai l'impression, avec un bon jab et puis qui touche sans se retoucher.
Ça fait quelques combats qu'il dit qu'il aimerait faire ça, il l'a plutôt bien fait contre Rosales, il l'a pas du tout bien fait contre Canizales. Là, il avait la volonté de refaire la même chose, de toucher sans se faire toucher, derrière un jab et derrière des bons déplacements. Mais malgré tout, de pas perdre mentalement contre Akui, il dit je vais mettre la pression à Akui, moi je vais pas reculer, bon. Reste que quand on a un Telaji qui a l'ego du champion qui veut pas reculer et qu'on a en face un Akui qui a très bien compris son homme, qui l'a très bien cerné, et bah on a une guerre en fait. Parce que Akui avance, marche sur Telaji, et il ne peut pas, enfin Telaji n'arrive pas à le faire reculer, parce qu'en fait Akui domine techniquement. Akui a très bien compris comment Telaji marchait, il a très bien compris que Telaji fonctionnait derrière son jab, et donc il va systématiquement, au début du combat, contrer le jab de Telaji avec un contre-croisé, un crash counter. Sur le jab, t'envoies une droite par-dessus et tu contres. Soit par-dessus pour intercepter en termes de contre, soit contrer en décalé, juste après le jab. C'est un coup qui est extrêmement bien maîtrisé par un type qui est un boxeur qui s'appelle Yuri Arbachakov, qui était connu à l'époque sous le nom de Yuri Ebihala, qui était un boxeur russe. C'est le premier russe à être devenu champion du monde. C'est un type qui combattait depuis le Japon. Il y a un type qui est inspiré de lui dans la Jimmy no Ippo, c'est Volk Zangief. Et en parallèle, c'est un type qui avait l'un des meilleurs contre-croisés de l'histoire. Et Sego Yuri Akui a son surnom, parce que son surnom de boxe en fait c'est Yuri, qui vient de ce gars-là, qui vient de Yuri Arbachakov. Moi j'avais toujours pensé que, on prononce tellement son nom tout le temps, Sego Yuri Akui, que j'étais persuadé que Yuri c'était genre son deuxième prénom ou son nom composé, mais pas du tout. C'est juste son surnom de boxeur. Et alors je trouve ça trop bien que son surnom provienne de Yuri Arbachakov, parce que ses potes au lycée disaient oh, quand tu boxes, on dirait Yuri Arbachakov. Bon, ce qui montre aussi quand même l'impact qu'a eu Arbachakov au Japon, d'une part, et surtout, il lui a tellement fait honneur à ce surnom. Arbachakov a dû être fier en voyant à quel point un type qui porte son nom a utilisé son arme principale, mais d'une manière aussi convaincante. Et Telaji prend un bouillon dans les premières rounds parce qu'il ne peut pas imposer ses capacités offensives, parce qu'il ne peut pas imposer son jab contre Akui, qui contre systématiquement et qui fait preuve d'une extrême précision dans ses coups. Telaji est très ouvert. Sendo avait très bien résumé ça. La défense de Telaji, c'est sa distance. Là, il gère pas la distance parce qu'il veut pas reculer Akui et donc il prend un gros bouillon. Globalement, Telaji qui du coup voulait toucher sans se faire toucher revient à quelque part peut-être ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire prendre des coups, tenir au mental, tenir au menton et imposer des coups forts en retour. Et puis tenir à l'endurance tenant jusqu'au bout du combat. C'est peut-être pas extrêmement beau, mais en parallèle, ça fait une guerre énorme où personne ne veut reculer entre les deux boxeurs. On a un Akui très malin qui touche, qui bloque beaucoup et qui retouche, et on a un Telaji qui mange à volonté et qui envoie aussi des coups extrêmement forts sur Akui. Globalement, la physionomie du combat change pas tant que ça. En fait, pendant la grande majorité du combat, on a un Akui qui adopte vraiment un game plan discipliné, très malin, et qui prend les rounds petit à petit. Telaji retrouve un peu son jab à mesure que le combat avance. Je n'ai pas analysé suffisamment le combat pour dire qu'est-ce qu'il fait exactement pour reprendre son jab. Est-ce que c'est Akui qui fait moins bien? Est-ce que c'est Telaji qui fait mieux? Reste que petit à petit son jab revient, donc il se met à revenir un peu dans le combat. Là où il perd assurément les premières reprises, il en prend quelques-unes au milieu. Reste que en fait, la majorité des reprises se ressemblent un peu, et systématiquement c'est des reprises serrées, mais qui penchent en vrai du côté d'Akui. J'ai pas scoré précisément le combat, parce que je me suis arrêté de scorer à peu près au milieu, parce que j'avais donné quasiment toutes les premières reprises à Akui, et donc je sais pas à quel point, à l'entame du 12e round, j'avais 11 rounds d'Akui, 0 round Telaji, ou à quel point j'avais 50-50. Mais vraiment, la physionomie du combat, c'est Akui semble systématiquement faire 60% des rounds, Telaji 40%, et donc en fait Akui remporte la majorité des rounds. Et surtout, on a un Akui qui semble rester extrêmement solide, extrêmement de marbre, il a une poker face, un sérieux qui garde pendant tout le combat. Et puis voilà, il avance, il touche, il frappe, et on a un Telaji qui se trouve un peu sans solution, à réussir à mettre des coups, mais voilà, peut-être que là, à ce niveau-là, on voit aussi le manque d'un peu de ring IQ de Telaji, même si, comme je te dis, il a quand même réussi à retrouver son jab. Globalement, les coups qui passent le mieux pour Telaji, c'est son direct du bras arrière et son uppercut du bras arrière. Les coups qui passent le mieux pour Akui, c'est tout, et donc c'est une vraie guerre. Et on arrive à l'entame du 12e. Il faut quand même, avant de parler du 12e, préciser et encore un peu insister sur la dinguerie qu'est en train de réaliser Akui. Akui réalise le genre de combat qui fait que c'est ce qui me fait le plus triper quand je regarde un combat de boxe. Akui, ça se voit, je l'ai déjà dit, réalise le combat de sa vie. Et ce genre de combattant, je sais pas, les combats comme ça qu'on a eu récemment, c'était Tsutsumi contre Takuma Inoue, c'était Espinoza Ramirez 1. C'était ce combat où on a ici Ramirez, ici Espinoza, ou ici Tsutsumi, ou ici Akui, qui, on le voit, personne n'était dans leur camp. Personne ne les a vendus comme des gens qui allaient gagner le combat, personne ne les a vendus comme des gens qui avaient des choses à faire. Ils affrontent des gars qui sont des superstars,
double médaille d'or olympique pour Espinoza, petit frère de Naoya pour Takuma. Systématiquement, c'est des gens qui ont été galères dans leur vie de fou. Tsutsumi qui vient de méga loin de Kumamoto et qui a tué un type un an avant sur le ring. Espinoza qui est toujours resté dans sa petite carrière mexicaine ultra dans l'ombre. Et pourtant, c'est des mecs qui ont la dalle. Ils ont envie de réaliser les choses bien. Et la combativité dont ils font preuve, l'esprit combatif, leur fighting spirit, c'est peut-être l'une des choses les plus transcendantales qu'on peut regarder. Et je suis au fond un peu persuadé que c'est ce qui fait que les gens aiment le plus la boxe. Rocky, c'est ça. Rocky, c'est un type qui vient de rien, n'a rien, et a un fighting spirit à toute épreuve. Est-ce qu'au fond, on n'est pas un peu sur ce genre de cas? Et forcément, quand on a Rocky dans la vraie vie, quand on a mieux que Rocky dans la vraie vie, on est obligé de tirer le chapeau. Et on est obligé de reconnaître la grandeur de ce qui se déroule devant nos yeux. Et Akui, ce soir-là, enfin cet après-midi-là pour nous, a réalisé le combat de sa vie. Il a mis ses tripes, il a mis tout dans ce combat-là. Il a dit de manière rigolote, j'ai parlé quelquefois de Tatsuyoshi dans cette vidéo. Tatsuyoshi, c'est un type sur qui, je le jure, j'en suis persuadé, je ferai une vidéo un jour. C'est l'un d'eux, si ce n'est mon boxeur préféré. C'est un type qui, en fait, était un personnage d'animé, mais dans la vraie vie. Je vais même pas dire que c'est Hippo, c'est le Joe Yabuki, en fait, de la vraie vie. Mais littéralement. C'est un type, son parcours est fantastique, et il s'est jusqu'au sommet de la boxe, avec un fighting spirit à toute épreuve. Et systématiquement, ce type dans sa carrière, qui est donc un boxeur japonais dans les années 90, a eu des défaites, a eu un problème à l'œil, a eu un problème à la main, et il revenait. Et ce mec a fait un nombre de comebacks incroyable. Et ce type, je l'ai dit, est né à Okayama. Il a combattu depuis Osaka. Je crois même qu'il a grandi, qu'il a vécu à Osaka, mais il est né à Okayama. Et Akui a dit, le seul autre mec qui est devenu champion et qui est né dans la préfecture de Okayama, c'est Tatsuyoshi. Et je m'inspire de Tatsuyoshi dans son fighting spirit. Je combats pas comme lui, parce que Tatsuyoshi combattait n'importe comment. Moi, je combats beaucoup plus proprement, mais le mental de Tatsuyoshi, c'est ce que je veux exhiber. Et en fait, mais tellement ce type Tatsuyoshi, pareil, on ne se rend pas compte, mais je pense que c'est le boxeur le plus populaire de l'histoire du Japon, plus populaire que Harada, plus populaire que Inoue. Et s'il n'est pas plus populaire qu'eux, il est dans le même tiers. Ces trois-là, c'est les trois boxeurs japonais qui ont été les plus populaires de l'histoire. Tatsuyoshi, les Harada et Inoue sont les deux meilleurs. Tatsuyoshi n'est pas du tout le troisième meilleur. Mais il était tellement excitant, parce que ce qu'il exhibait, c'était son fighting spirit. Et Akui a réalisé exactement ça. Il a fait honneur, comme personne, comme très peu de gens ont pu faire dans l'histoire de la boxe au Japon, à Tatsuyoshi. Il a avancé, discipliné, il avait la dalle. Et Teaji s'est retrouvé en grande difficulté pendant tout le combat, en face d'un type qu'il n'a pas pris sérieusement. Et vraiment, je salue le courage, je salue la détermination, je salue le sérieux, la discipline, la volonté. Je salue en fait ce qu'a fait Akui pendant ce combat. Parce que il était en train de réaliser un miracle. Il était en train de réaliser le combat de sa vie. Et quand on a un homme qui même, je sais pas, à l'autre bout de la planète, réalise le combat de sa vie sur un ring, devant tout le monde, devant le monde entier, et on tire le chapeau, on applaudit, on remercie, et on follow sur Insta. En fait, il n'y a pas d'autre chose à faire. Le 12e round, globalement, il faut être deux pour faire un gros combat. Depuis le début, j'encense surtout Akui, parce que c'est un type auquel je ne m'attendais pas à trouver un tel niveau de boxe et à une telle intensité dans ses émotions, dans ce qu'il pouvait véhiculer. Mais Teaji, ça reste quand même l'un de mes boxeurs préférés actuels, et ça reste un type que j'aime aussi énormément. J'étais presque, je pense même que j'ai au fond de moi commencé à supporter Akui, tellement je trouvais qu'il réalisait un truc fantastique pendant le combat. Mais Teaji, ça reste Teaji. Et Teaji, on l'a dit, c'est un champion. Il a beau avoir une petite tête d'ange et machin, et un type que tu le croiseras dans la rue, tu penserais absolument pas que c'est un boxeur pro. Ses meilleures qualités, c'est son mental de champion. Et il le montre précisément dans le 12e. Teaji aurait pu être piqué dans son ego. Il prend un type qui est pas connu, qui vient de nulle part, qui l'a dominé en sparring, qui est pas vu comme une menace, et qu'il a lui-même tellement pas vu comme une menace qu'il a été persuadé qu'il allait juste le dominer et le surpasser. Et ce gars lui donne un combat, ce gars lui donne une guerre. Teaji voulait montrer qu'il était capable de toucher sans se faire toucher, derrière un jab, en mettant la pression et en faisant reculer Akui. Et il s'est retrouvé dans une guerre où il a mangé et dégusté un nombre incalculable de coups, derrière un type qui était ultra précis et qui rentrait tout à volonté. C'est dur dans ce cas-là de ne pas être touché dans son ego, dans sa chair. Teaji a montré qu'il avait, encore une fois de plus s'il le fallait, un mental de champion. Il voulait gagner au point. Il sait qu'il est en retard au point. En fait, on a eu les pointages précisément. Il y avait deux juges qui donnaient 6 rounds d'Akui, 5 rounds Teaji, et un juge qui donnait 8 rounds Teaji, et puis du coup 3 rounds d'Akui. Donc globalement, enfin 106, 103. Donc globalement, Teaji pouvait arracher l'égalité s'il gagnait le dernier round, ou perdre le combat s'il perdait le dernier round. Ce qui devait aller, c'était à minimum un knockdown, et même si possible un knockout. C'était ça qu'il fallait à Teaji pour gagner ce combat. Teaji l'a perçu. Il a mis son ego de côté, vraiment. Et il est sorti du coin pour ce 12e round
possédé. Au 11e, il est encore là, à essayer de marquer des points, à essayer de dominer. Au 12e, il est plus là pour ça. Au 12e, il est là pour tomber en guerrier. Il est là pour gagner par KO ou perdre par KO. Et de la même manière que je n'ai fait que saluer le courage de Hakoui pendant toute cette vidéo, je me dois de saluer le mental et le courage de Teladji à ce moment-là. D'avoir la lucidité et d'avoir ce qu'il faut dans les tripes pour te dire je vais tomber comme un warrior ou je tomberai le mec en face comme un warrior. Mais c'est sublime. C'est le genre de courage dont a pu faire preuve Sugar Ray Leonard dans son premier combat contre Ernst, où il a avoué qu'il était dans un état d'esprit où il se disait je perdrai par KO, je gagnerai par KO, mais j'ai pas envie de perdre à la décision comme un loser et juste à me faire battre derrière un jab. Bah, c'est pas grave, je vais foncer dedans, quitte à prendre une droite dans le montant et à tomber. Et si je passe à droite, et pas je toucherai moi-même avec ma droite. C'est ce genre de pari fou, ce genre de roulette russe qu'a effectué Teladji dans ce combat. Et encore une fois, du courage, du fighting spirit. Qu'est-ce qu'au fond on peut reprocher à ça? Et donc Teladji sort, il est possédé. Pendant les 30 premières secondes du combat, il essaie de placer un coup dur. Il place un coup dur à 2 minutes 30 de la fin du round. Et il se met à ouvrir le feu, comme rarement j'ai vu un boxeur ouvrir le feu dans un 12e round. Il envoie des coups en rafale, il envoie des coups forts, il touche, il met Hakoui dans les cordes. Hakoui, on l'a dit, il défend plutôt bien. Il a quand même plutôt jusqu'à présent bien encaissé les coups de Teladji. Et donc voilà, il essaie un peu de revenir dans le combat. Et à chaque fois que Teladji rentrait des coups durs, Hakoui est contré. Ce qui fait que il n'a jamais laissé Teladji être capable de créer du momentum. Dès que Teladji en avait un peu, bam, casser son momentum. Il essaie de le faire dans ce 2e round, il essaie de le faire. Il touche Hakoui, il touche Teladji avec un fort contre. Crochet du gauche, si je me souviens bien. Teladji n'en démord pas. Il se prend un crochet. Jusqu'à présent, pendant tout le reste du combat, il prenait ce crochet, il se calmait 2 secondes et puis il retravaillait. Là, la réponse à ce crochet, c'est une droite fulgurante qui vient de super loin et qui retouche Hakoui. Et je pense qu'à ce moment-là, Hakoui a capté qu'il était dans la sauce. À ce moment-là, Teladji remet une combinaison où il touche fortement Hakoui, qui a les jambes qui chancellent et qui vacillent. Et à ce moment-là, l'arbitre décide d'arrêter le combat. Il reste 1 minute 30 avant la fin du round. Hakoui n'est pas mis de genoux à terre. Il n'était pas en train de tomber dans les cordes. Il n'était pas KO debout. Il avait les jambes qui ont chancelé, clairement, après avoir pris des droites atomiques de la part de Teladji. Et après, s'est fait passer un bouillon pendant 1 minute. Il y a beaucoup de gens qui ont jugé que l'arbitre était prématuré. Je comprends entièrement ces critiques. Je dirais que je ne suis pas aussi catégorique. Je pense que Teladji a exhibé suffisamment de qualité dans ce 12e pour être capable de choper son arrêt. Globalement, ce qui me fait dire ça, c'est que premièrement, les Japonais arrêtent de cette manière-là. C'est ce qui a coûté la victoire à Teladji lors de son premier combat contre Yabuki. Et c'est ce qui lui a donné la victoire ce soir. Enfin, en tout cas, jeudi. Deuxièmement, il restait 1 minute 30, parce que ça, je veux dire, ok. Ce que je veux dire, ça, c'est la manière qu'ont de faire les Japonais, qu'on peut du coup critiquer. Même sans critiquer ça, il reste encore 1 minute 30. On a vu que Teladji avait le mental, on a vu qu'il avait le réservoir. On a vu qu'Hakoui était blessé. Je pense qu'Hakoui aurait fini par mettre un genou à terre, honnêtement. Ce qui lui aurait fait perdre le combat. À la décision, certes, il aurait quand même perdu. Et je suis pas sûr que laisser Hakoui prendre des coups pendant 1 minute 30 de plus pour le faire mettre un genou à terre soit vraiment une chose qui était nécessaire. En fait, le fond de ma pensée, c'est que ça aurait quand même été cool de laisser Hakoui aller jusqu'au bout. Je dis pas qu'il aurait failli mourir sur le ring. Je pense qu'Hakoui avait vraiment la volonté de gagner par KO ou de mourir. Et je pense pas qu'il aurait fallu laisser Hakoui aller aussi loin. Mais je pense que ça aurait été honorer toute l'abnégation dont il a pu faire preuve que de le laisser au moins aller au sol. Arrêter une fois qu'il est au sol instantanément, sans même le laisser se relever, peut-être. Mais au moins le laisser mettre ce genou à terre, le laisser mettre ce gant à terre. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est symboliquement dommage et assez cruel pour Hakoui. Même si honnêtement, je pense qu'il aurait perdu ce combat dans tous les cas. Arrêt maintenant ou arrêt plus tard. Et pour sa santé, il allait clairement mieux que l'arbitre arrête le combat tout de suite. Teladji a exhibé énormément de bonne qualité encore une fois. Il a montré, s'il le fallait une fois de plus, pourquoi est-ce qu'il était champion. Une nouvelle guerre au palmarès de Teladji, qui aura, je pense, une fin de carrière vraiment triste. Hein. Je pense que c'est un type qui va être punch drunk assez vite à la fin de sa carrière. Vraiment, malheureusement. Et je souhaite vraiment pour lui qu'il arrive à garder toute sa tête aussi longtemps que possible. Parce que c'est un type qui a donné tellement à la boxe que j'espère qu'on ne lui reprendra pas tout très vite. Mais voilà, il a encore une fois montré tellement de belles choses. Et c'est dur de ne pas être ultra ému pour Hakoui pendant les 11 premiers rounds et de ne pas être ultra ému par Teladji pendant le 12e. Hakoui s'est effondré à la fin du combat. Il avait dit, là, il avait déjà 2 enfants, il attend son 3e pour juin. Il avait dit qu'il voulait accueillir son 3e enfant avec 2 ceintures à la maison. Il l'accueillera avec aucune. Je pense qu'Hakoui va être vraiment très très affecté par cette défaite. Ce qui est ultra terrible, c'est qu'en fait Hakoui a montré tellement de belles choses. On l'attendait pas à ce niveau-là. Il s'est transcendé pendant ce combat-là, c'est sûr.
Et s'il est capable de remontrer le niveau qu'il a montré à ce combat-là, en fait, Akui est le numéro 2 des mouches, en fait. Et sera le numéro 1 dès que Teladji partira. Nettement et clairement, et sans très très peu de débat. Reste que, au fond, ce qui fait qu'il a perdu, c'est le fait que son fighting spirit était moins bon que celui de Teladji. Ce qui fait qu'il a perdu, c'est qu'au 12e, Teladji a été capable de réunir toutes ses forces dans la bataille pour se ruer sur Akui, l'acculer, le mettre mal, le mettre à terre. Enfin, du coup, l'arrêter. Là où Akui n'a pas pu faire ça. Et je pense que ça va être dur à encaisser pour Akui. Ce qui lui a fait défaut, c'est quelque part sa meilleure force dans ce combat, et c'était son fighting spirit. C'est ça qui a fait qu'il a perdu contre Teladji. Et je pense que ça va être dur à encaisser. Actuellement, c'est encore très tôt pour parler de suite pour Akui. Est-ce qu'on va directement, un peu à la manière d'un Daigo Iga, qu'on a jugé comme étant un gros vétéran, lui remettre tout de suite un bourbier, genre une autre chance mondiale? Est-ce que, ce qu'il pourrait faire, hein, parce qu'on a Squaga qui est champion, on a Yabuki qui va affronter Angel Ayala très bientôt. Si Yabuki remporte le combat, il y aura un autre champion japonais dans la KT. Donc on peut très très vite le relancer. Est-ce qu'on va à l'inverse, une fin de carrière? Est-ce que ça va être contre un prospect? Je sais pas trop, honnêtement. Mais là, ce qui est sûr, c'est que je souhaite du repos et je souhaite qu'on honore ce type. Et qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus en tant que fan pour rendre et pour honorer tout ce qu'il a fait que l'acclamer et reconnaître et parler de lui. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Du côté de Teladji, il semblait pas très chaud d'unifier entièrement cette catégorie des mouches. Autant en mi-mouche, il semblait vraiment chercher le titre incontesté et on dirait qu'il a été un peu forcé de monter. Il avait déjà du mal à faire le poids, mais ça lui tenait vraiment à cœur d'être incontesté. Il semblerait que maintenant ça lui soit passé, qu'il n'ait pas la volonté de devenir incontesté en mouche, notamment parce qu'il y a un autre champion, c'est Squaga qu'il a déjà battu, et l'autre champion, on l'a dit, c'est soit Ayala, soit Yabuki. On le saura très bientôt. Globalement, dans un cas sur deux, c'est un autre type qu'il a déjà battu. Il n'a pas l'air d'être très chaud pour unifier. Là, il semblerait qu'il cherche l'affiche du challenge sportif. Il semblerait pareil qu'il ne va pas défendre son titre contre Galal Yafai, qui a battu Edwards de manière très convaincante, et qui est mandatory WBC. Il semblerait que là, son plan, ce soit de monter en super mouche, probablement pour essayer de choper le titre WBC au champion, donc actuellement Bam Rodriguez. Il s'entend très bien avec la WBC, Bam est champion de WBC. Ça ferait un super fight pour les petites KT, parce que ce serait deux mecs du top 10 pound for pound qui s'affrontent. Je pense qu'on a moyen de vraiment se diriger vers un Bam Teladji. Si Bam. Enfin, je pense que Teladji va envoyer un contrat à Bam. Et je pense qu'il y a un monde où Bam peut signer le contrat. Après, je crois que Bam, lui, il est quand même plus aussi dans chercher les challenges sportifs. Et je suis pas sûr qu'il voit Teladji comme un challenge sportif. À voir. De toute façon, là, je crois qu'il voulait une unification avec Puimisa Martinez. Donc bon, peut-être que le combat n'est pas encore annoncé du tout, hein, c'est que des rumeurs. Peut-être qu'on aura Puimita Martinez, enfin Puimita Bam, puis Bam Teladji. Sinon, il a dit qu'il était aussi open à redescendre à 105, enfin à 108 livres. Bon, je vois pas trop qui aurait d'intéressant à affronter en mi-mouche. Je pense pour un Teladji qui a déjà bien fait le ménage et où il n'y a pas encore un type qui est vraiment émergé dans cette nouvelle génération comme méritant d'affronter Teladji. Bon. Alors, je pense qu'en tout cas, Teladji a des options entre des revanches contre les autres champions, entre sa défense mandatory contre Galal Yafai et entre une montée en poids pour affronter même un Kosei Tanaka, un Kazuto Yoka, hein, qui sont deux bons boxeurs qui sont un peu sur le déclin depuis qu'ils ont perdu leur titre et qui sont encore des noms. Je pense que Teladji a un boulevard d'opportunités devant lui. Il marque aussi un peu plus l'histoire en étant le deuxième champion, en étant victorieux des deux premières unifications sur les trois premières interjaponais. Je pense que là, j'espère qu'il sera beaucoup plus reconnu par le public japonais comme faisant vraiment partie maintenant du Big Three avec Nakatani et Inoue. Je pense que Yoka est un peu au crépuscule de ses jours. Et je veux dire dans le Big Three, pas forcément qu'en termes sportifs, donc en termes de niveau de sport, mais en termes de popularité. En fait, j'ai dit Big Four parce que j'oublie Tenshin Nasukawa, qui est extrêmement populaire, mais actuellement un peu en deçà sportivement. J'espère qu'il va intégrer ce Big Four de Nasukawa, Inoue, Nakatani et Yuko Teladji. Il le mérite beaucoup pour le run incroyable qu'il a réalisé depuis 2022 et qu'il continue encore de réaliser. Je pense que c'est celui qui a le meilleur run sur ces 3 dernières années. Voilà, je dis ça, mais en vrai c'est dur. Il y a aussi Usyk qui a un run de fou, il y a Inoue qui a un run de fou. Bon, c'est dur de dire que c'est lui qui a le meilleur run. Mais il a un excellent run. Ça c'est sûr. Enfin voilà, je suis désolé, j'ai fait une vidéo très longue aujourd'hui, 50 minutes. Je sais que c'est des vidéos qui peuvent être un peu, je vais pas dire indigestes, mais décourager les gens à regarder quelqu'un raconter sa vie pendant aussi longtemps. J'avais la volonté beaucoup au début de chaîne de faire des vidéos plus courtes, genre de 10-15 minutes. Je vais essayer de revenir à ce genre de format, promis, mais je sentais que j'avais le devoir, c'est peut-être un grand mot, mais j'avais la volonté d'honorer comme il se doit Akui comme Teladji pour le combat dantesque qu'ils ont fait jeudi.
Et je pense que faire une vidéo de moins de 50 minutes, ce n'est pas le rendre hommage comme il se doit. En tout cas, voilà, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Donnez de la force à Queen, donnez de la force à Teladji. C'est deux boxeurs qui le méritent énormément. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.